Bienvenue dans le débat de France 24. Ça gronde des deux côtés des Alpes. Rien ne va plus entre la France et l'Italie. En cause, le navire l'Aquarius et le sort de ses 629 passagers ballottés en Méditerranée. Ces migrants dont Rome ne veut plus, qui scandalisent Paris. Pour autant, ce n'est pas en France qu'ils vont aller, mais en Espagne, seule à s'être portée candidate à les accueillir. Un psychodrame de plus dont l'Europe se serait bien passée. On en parle avec vous, Isabelle Gigouzeau. Bonjour, vous êtes chef de la représentation en France de la Commission européenne. Merci d'être avec nous. Bonjour également à Pierre-Alexandre Anglade, député La République En Marche des Français établis hors de France. Votre circonscription, elle recouvre le Benelux. Vous êtes également vice-président de la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. C'est ça. Merci d'être avec nous. Avec nous également au duplex de Strasbourg, Tiziana Béguin, vous êtes députée européenne du mouvement 5 étoiles. C'est l'un des deux partis qui forment la majorité actuelle en Italie. Merci d'être avec nous. Et puis Eider Gardiazabal Rubial, vous êtes députée européenne espagnole, membre du Parti socialiste ouvrier espagnol. Je précise donc que votre parti est également le parti majoritaire, mais cette fois en Espagne. Non pas majoritaire au Cortes, à l'Assemblée, mais en tout cas c'est vous qui formez aujourd'hui le gouvernement qui a fait donc cette offre acceptée par l'Aquarius, qui accostera normalement d'ici ce week-end à Valence. Merci à vous quatre d'avoir répondu présent. Mais d'abord avec nous en ligne, le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni. Bonjour, puisque la Corse a offert au navire l'Aquarius la possibilité d'accoster sur l'île. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a motivé votre décision ? Bonjour d'abord. Alors, ce qui a motivé notre décision, c'est que nous avons suivi avant-hier soir, bien sûr par les organes de presse, ce qui était en train de se passer. Bon, il y avait l'offre généreuse de l'Espagne, mais on nous disait que Valence c'était loin, que compte tenu de l'état du bateau et compte tenu du fait qu'il était surchargé, compte tenu des conditions atmosphériques qui n'étaient pas favorables, enfin qu'il y avait véritablement un danger pour les passagers. Donc nous avons, compte tenu de la localisation géographique du bateau, qui n'était pas finalement si loin des côtes corses, nous avons pensé que nous devions faire une proposition. Alors après, bien sûr, on retient la meilleure proposition sur le plan technique, parce que ce qui est important, c'est de porter secours. Voilà. Et donc, je n'aurais pas pu, moi, en tant que responsable politique, laisser prendre des risques, faute d'avoir proposé quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle, avant-hier soir, donc, j'avais proposé qu'un port de Corse soit ouvert pour porter secours à ce bateau et à ses passagers. Dans les heures qui ont suivi, d'ailleurs, d'autres responsables insulaires, et notamment le président du conseil exécutif, ont confirmé qu'ils étaient sur la même position. Mais bon, finalement, c'est Valence qui a été retenu et le voyage semble sécurisé, tant mieux. Mais encore une fois, nous ne voulions pas que des risques soient courus. Surtout qu'il y avait beaucoup de gens qui se taisaient dans cette affaire. Bon, je peux comprendre, bien sûr, qu'on ait, je dirais, une réflexion approfondie, il s'agit d'affaires complexes, mais quand même, il y avait quand même un silence de plomb au moment où un drame était peut-être en train de se nouer. Vous considérez que la France a tardé à réagir ? Écoutez, non, vous savez, moi je ne veux pas donner de leçons parce que je sais très bien que ce sont des problèmes complexes. On est dans un domaine où il y a bien sûr l'éthique de conviction, mais aussi l'éthique de responsabilité. On peut réfléchir. Maintenant, il faut aussi à un moment donné passer à l'action. Et c'est la raison pour laquelle moi je voulais, par ma prise de position, en provoquer d'autres et que l'on choisisse la meilleure solution. Mais comme il n'y avait finalement pas beaucoup de responsables politiques qui intervenaient, je dirais au nord de la Méditerranée, pour aller vite, et que l'Espagne semblait, bien sûr, son offre était une offre généreuse et à prendre pleinement en considération, mais en même temps, c'est un peu loin. Et contrairement à ce qu'a dit un ministre, je pense qu'il n'avait pas vu une carte de géographie depuis longtemps, la Corse était plus près, contrairement à ce qu'a dit un ministre parisien. Jean-Guy Talamoni, l'objectif était de fournir une aide d'urgence ou éventuellement de proposer des solutions d'accueil à plus long terme en Corse ? Alors, d'abord, c'était la question de l'urgence, bien entendu, et évidemment porter secours, parce que évidemment, il y avait des dangers. Enfin, en tout cas, c'est ce que disaient tous les organes de presse, et y compris d'ailleurs les responsables de l'ONG qui étaient interviewés. Donc, c'était une situation d'abord d'urgence. S'agissant de l'accueil des réfugiés et des migrants, l'Assemblée de Corse a voté en octobre 2015, à l'unanimité d'ailleurs, pour accueillir un nombre de migrants raisonnable compte tenu
tenu de ses capacités, bien entendu. Donc c'était entre 200 et 250 personnes qui étaient prévues. Donc l'Assemblée de Corse, je le disais, a commencé à travailler techniquement sur la question de leur hébergement, et cette proposition a été faite et elle a été validée, encore une fois, par l'unanimité de l'Assemblée de Corse. Oui. Bien, il se trouve que quelques semaines plus tard, en décembre 2015, l'État a préparé un plan, donc, qui est un schéma d'accueil, qui a exclu la Corse, sans que d'ailleurs la raison nous en ait été notifiée. Ce qui fait qu'il y a des schémas régionaux qui ont été faits un peu partout, mais pas en Corse, parce que nous en avons été exclus par l'administration. Alors, il y a sûrement une bonne raison. Moi, à ce stade-là, je ne peux pas vous dire pourquoi. Ce que je peux vous dire, c'est que les élus corses, à l'unanimité, avaient voté pour qu'il y ait un accueil des réfugiés en Corse, bien entendu, dans des conditions raisonnables. Avez-vous demandé ou vous êtes-vous référé à l'État avant cette proposition d'accueil de l'Aquarius ? Écoutez, moi j'ai d'abord formulé ma proposition, donc comme vous le savez avant-hier soir, donc en fin de soirée, et puis j'ai appelé, il était un peu tard, donc c'était 11h30, je n'ai pas appelé la préfète donc à cette heure-là, mais dès 7h du matin, j'ai appelé la préfète pour l'informer de la position qui désormais n'était plus seulement la mienne, parce qu'au début j'ai formulé cette proposition à titre personnel, mais ensuite il y a eu le président du conseil exécutif et d'autres élus importants de la Corse, donc je lui ai fait part de notre position. Et elle m'a rappelé dans le courant de la matinée pour me dire que finalement ce serait probablement Valence. Bon, voilà. Mais bien sûr que nous voulions coopérer avec les services de l'État, puisque la compétence juridique, nous ne l'avons pas. En revanche, nous avons la compétence politique parce que nous sommes les seules autorités issues du suffrage universel en Corse. Donc, à ce titre-là, et il me semblait qu'il fallait prendre aussi nos responsabilités, parce que voilà, si personne ne dit rien et qu'il se passe, la crainte, c'était qu'il y ait un drame. Je pense que maintenant les choses sont sécurisées, en tout cas je l'espère. Merci Jean-Guy Talamoni d'avoir répondu à nos questions. Président de l'Assemblée de Corse. Pierre-Alexandre Anglade, que se serait-il passé si l'Aquarius avait accepté la proposition de la Corse et avait donc accosté en Corse ? Ça, je ne le sais pas, parce qu'on ne peut pas faire de fiction, vu que ça ne s'est pas passé. Moi, je note simplement la solidarité insulaire et maritime qui est celle de la Corse, et qui fait évidemment partie de leur tradition. Cette situation ne s'est pas passée. L'État aurait-il exprimé de la même manière sa solidarité ? Aurait-il cautionné, en fait, la démarche de l'exécutif, puisqu'il n'y a pas que, effectivement, l'Assemblée territoriale, mais l'exécutif corse incarné par Gilles Simeoni ? Je ne sais pas. Je ne peux pas m'exprimer au nom du gouvernement Vous l'auriez souhaité ? et de ce qui aurait pu se passer ou ne pas se passer. Je souligne juste que la situation dans laquelle nous sommes est une situation extrêmement complexe, dans laquelle les réponses de court terme ne sont pas valables. Il y a eu une proposition espagnole qui a été formulée, à laquelle le bateau a donné une suite favorable. Désormais, la France propose son soutien au gouvernement espagnol pour accompagner celles et ceux qui sont dans le besoin. Et c'est aujourd'hui cette situation-là que nous devons regarder. Ce qui aurait pu se passer ou non en Corse, nous ne le saurons jamais. On peut dire que cette proposition espagnole arrange Paris d'une certaine manière ? Non, je ne crois pas. Et je crois qu'il faut sortir du débat dans lequel on pointe les responsabilités des uns ou des autres, ou de celles et ceux qui seraient arrangés, pas arrangés, la responsabilité de Malte, de l'Italie, de la France, ou de la Corse, ou de l'Espagne, ou d'autres. Nous sommes dans une situation éminemment complexe. La situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est la faillite collective des Européens qui ont à faire face à cette crise depuis plusieurs années maintenant et qui sont incapables de s'entendre au Conseil européen, là où les chefs d'État et de gouvernement doivent trouver une réponse. C'est aussi simple que cela. Alors on va revenir au fond du dossier, effectivement, cette question de l'accueil en Italie, en Espagne ou en France, et plus généralement la question européenne. Simplement, donc sur ces bisbilles franco-italiennes, puisqu'on ne sait pas à l'heure qu'il est si le président du Conseil italien se rendra bien ou non vendredi à Paris comme c'était prévu. Le ministre italien des Finances, lui, aujourd'hui, a préféré rester à Rome, alors qu'il aurait dû rencontrer son homologue Bruno Le Maire à Paris. Et puis, la numéro 2 de l'ambassade de France a été convoquée au ministère italien des Affaires étrangères. Tiziana Beguin, l'Italie ne supporte pas qu'on la critique sur cette question de la gestion des migrants. En effet, l'Italie a été laissée toute seule pendant les dernières années dans la gestion du phénomène migratoire. Maintenant, il y a un nouveau gouvernement qui a donné un signal très fort à l'Europe en lui disant que c'est terminé de laisser l'Italie toute seule.
Ils ont pris un choix assez fort, mais c'est juste, je pense, qui a provoqué un débat, comme le nom de cette transmission, et qui a stimulé l'offre de pays qui, dans les derniers mois, les dernières années, ont fermé leurs ports, leur bord à la migration. Parce qu'il faut même rappeler qu'il y a une grande différence entre les réfugiés et le phénomène migratoire. Et le phénomène migratoire, jusqu'à maintenant, a été complètement géré par l'Italie toute seule. Donc, on n'est pas prête à recevoir des leçons d'humanité, des civils, de la partie de pays qui, jusqu'à maintenant, ont démontré avec les faits qu'ils n'ont pas pris en charge les phénomènes migratoires. Parce que c'était seulement l'Italie qui a reçu presque 700 000 migrants jusqu'à maintenant, toute seule. Refuser, Tiziana Béguin, ces 629 migrants, c'était votre position également, c'est celle du mouvement 5 étoiles, puisqu'on a l'impression de ne voir que le président de la Ligue dans cette affaire, on a l'impression qu'il a pris toute la place au gouvernement. Matteo Salvini. Mais en effet, ce n'est pas un choix du gouvernement sur toutes les matières, c'est le choix de sa position. Tout à fait légitime. Il est le chef du ministère de l'Intérieur, donc c'est à lui de prendre cette décision. Et il a pris un accord avec notre ministre Toninelli pour ce qui concerne l'autorité des ports, et donc supporté parce que c'était dans notre contrat de gouvernement. Et donc c'était un choix provocatoire, je suis tout à fait d'accord, mais qui a été fait pas dans une façon d'urgence. Il n'y avait pas de danger. On a bien offert le soutien pour ce qui concerne les enfants, les femmes qui avaient problème. On a demandé s'il y avait personne avec des problèmes de santé. On a offert tout le soutien qui était nécessaire. On n'a pas eu de réponse de la part de la côté d'Aquarius. Donc, on s'est même offert avec des navires accompagnés pour des questions de sécurité jusqu'au port de destination qui a été offert par l'Espagne. Donc, on a fait tout. C'est là en sécurité, sans danger pour personne. Donc, toutes les accuses qu'on a reçues sont tout à fait fausses. Mais c'était un signal très fort à l'Europe qui doit trouver une solution qui soit une solution communautaire. C'est pas, c'est fini la période pour laquelle l'Italie, c'est la seule. Pierre-Alexandre Anglade, vous êtes sceptique, vous ? Tout n'a pas été fait par l'Italie pour assurer le bon acheminement, on va dire, si on peut parler ainsi, de ces 629 migrants à bon port. Moi, je pense qu'il faut être très humble dans cette histoire et ne pas pointer les responsabilités de l'Aquarius ou de SOS Méditerranée ou de Médecins du Monde qui fait un travail remarquable dans cet espace et qui aurait été très heureux dans la situation dans laquelle se trouvait ce navire de pouvoir trouver abri dans un port italien. Et donc, ce qui s'est passé avec l'épisode de l'Aquarius, c'est un coup de force du gouvernement italien qui a été orchestré pour donner un message politique clair à l'Europe. Et moi, je récuse évidemment la méthode qui est employée parce qu'elle ne résout rien. Ça permet d'envoyer un message politique à l'Europe, mais ça ne résout rien et ça envoie sur la mer Méditerranée des femmes, des hommes, des enfants, des femmes enceintes, des enfants en bas âge, pendant des jours entiers, naviguer sur la Méditerranée dans des conditions extrêmement difficiles. Donc moi, je comprends la situation dans laquelle se trouve l'Italie. Cela étant, la responsabilité de l'Italie aurait été d'accueillir ce bateau. Isabelle Gégouzeau, depuis 5 ans maintenant, l'Europe est confrontée à cette crise, plus encore depuis 2015. On a vu un pic effectivement des traversées de la Méditerranée. Vous dites quoi, vous, aujourd'hui ? Ça ne peut plus durer. C'est important que le débat se mène de cette manière au grand jour, ou est-ce que c'est déjà la fin de l'Europe ?
Alors, peut-être d'abord sur le cas spécifique de l'Aquarius. Bon, on est dans une situation où on a des personnes qui sont dans une situation vraiment désespérée. Finalement, on est en train de trouver une solution. À qui on ne peut même pas garantir un repas par jour, ou à peine. Oui. Là, on est en train de trouver une solution en les acheminant vers l'Espagne, c'est bien. Il faut que le droit international soit respecté. Mais il faut aussi dire que depuis longtemps, l'Italie fait beaucoup. Elle ne fait pas complètement toute seule quand même, puisque l'Europe l'a déjà beaucoup aidé. On a aidé avec des bateaux en mer. Il y a quand même 2 opérations en mer en ce moment qui se déroulent avec des gardes-côtes. L'Italie a aussi été aidée en recevant de l'argent pour l'aider, 800 millions d'euros qui ont été donnés à l'Italie pour l'aider dans la gestion de cette crise. Donc l'Italie n'a pas été laissée toute seule, mais l'Italie a fait énormément. Et d'ailleurs, l'Italie continue à faire, puisqu'on voit qu'en même temps que cette situation de l'Aquarius se produit, l'Italie a hier reçu un bateau avec 900 migrants. Donc voilà. Oui, sauf que là, c'est pas simplement un coup de colère, c'est un changement de politique qu'annonce le gouvernement italien. Et en fait, je crois que ce qui est important, c'est qu'effectivement, et là, les uns et les autres l'ont dit, on a besoin d'une réponse européenne parce que cette situation le montre. Il est absolument essentiel de trouver à cette crise qui va durer une réponse européenne. Alors, ça veut dire quoi, pour parler franchement, un mode de répartition durable qui fait qu'à chaque arrivée, on ait les moyens de répartir les nouveaux arrivants entre les pays? Ça veut dire que c'est un problème extrêmement complexe sur lequel il faut une réponse à différents niveaux. Il faut une réponse déjà en amont, en travaillant avec les pays d'origine et les pays de départ pour essayer de stopper les flux. Alors, on l'a quand même fait. Je veux dire, on a aujourd'hui cette crise sur l'Aquarius, mais si on regarde les chiffres, on a baissé les arrivées de 77%. Donc, parce qu'on maîtrise vraiment ou parce qu'on finalement c'est aussi le fait des soubresauts et des guerres parce qu'on a travaillé avec la Libye, parce qu'on a travaillé avec la Turquie, parce qu'on a travaillé en amont avec le Niger. C'est souvent critiqué par les humanitaires. Alors, on a travaillé avec ceux qui sont de l'autre côté, notamment pour mettre en place en Libye un mécanisme de surveillance de la mer. Donc, on travaille en amont pour aussi offrir à l'Afrique, principalement, des solutions qui soient autres. Alors, on va en reparler dans un instant. Je voudrais qu'on aille tout de suite à Strasbourg rejoindre Eider Gardiazabal-Rubial, puisque votre gouvernement a accepté et a même proposé à l'Aquarius d'accoster à Valence. Pourquoi ce geste, cette décision, et surtout, quoi pour la suite? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qui va se passer justement pour ces 629 personnes une fois arrivées? Bon, je pense que le geste qu'a voulu offrir le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez, c'est d'abord qu'il y a un changement de politique dans l'Espagne, que nous n'étions pas fiers de la politique de migration qu'avait eu le Parti populaire auparavant au gouvernement et que nous n'avions pas respecté les compromis en matière de réfugiés. Et donc, nous allons changer et nous allons faire de notre part pour respecter ces compromis. Ça veut dire que l'Espagne va plus durablement et plus souvent accueillir donc de nouveaux arrivants en Europe? Mais l'Espagne avait, comme tous les pays de l'Europe, on avait soutenu un compromis au sein de l'Union européenne pour accueillir des réfugiés qui étaient en Italie et en Grèce. La plupart des États membres, et notamment l'Espagne, on n'avait pas respecter ces compromis et je pense que ça c'est un geste de bonne volonté de démontrer que l'Espagne va être là, que nous allons être solidaires et que nous voulons évidemment trouver une solution à plus long terme. Merci. On va revenir à vous dans un très court instant. C'est la fin de la première partie de ce débat. Évidemment, on va se retrouver juste après une courte pause. Restez avec nous. C'est samedi, vraisemblablement en fin de journée, que l'Aquarius, ce navire avec à son bord 629 migrants, est attendu à Valence. L'Espagne a donc offert d'accueillir ces migrants dont l'Italie, elle, ne veut plus. La France le lui a d'ailleurs reproché, ce qui est à l'origine d'une crise diplomatique. Aujourd'hui, on ne sait plus si le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, se rendra bien vendredi en France, comme c'était initialement prévu. En tout cas, Emmanuel Macron, lui, assure travailler avec l'Italie
l'Italie. On en parle avec nous toujours Isabelle Gégouzeau, chef de la représentation en France de la Commission européenne, Pierre-Alexandre Anglade, député La République En Marche des Français établis hors de France pour la circonscription du Benelux. Toujours avec nous en duplex de Bruxelles, Tiziana Béguin, députée européenne du mouvement 5 étoiles, et Aider Gardiazabal Rubial, députée européenne du Parti socialiste ouvrier espagnol. Merci à nouveau à vous quatre d'avoir accepté de débattre. Peut-être tout d'abord, on va revenir sur cette question centrale. L'Italie a-t-elle failli à ses obligations en refusant de venir en aide à l'Aquarius et d'accueillir, surtout dans l'un de ses ports, ce navire avec à son bord, je le rappelle, 629 migrants? Eh bien, que prévoit justement la réglementation maritime en vigueur? Les explications en images. En refusant d'accueillir 629 migrants sur son territoire, le gouvernement italien adresse un message politique à l'Union européenne. Mais avait-il le droit de s'opposer à l'arrivée de ce bateau dans un port de Sicile? Quelles sont les règles? C'est la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime de 1979 qui les précise. L'Italie n'a pas d'obligation d'accueil sur son territoire. Le droit international n'est pas complètement clair sur une obligation de débarquement dans tel ou tel pays. Mais il y a une obligation d'amener les personnes, quel que soit leur statut, les personnes qui ont été sauvées en mer, vers un lieu sûr. Les Italiens le répètent, ils ne parviennent plus à gérer l'afflux de migrants. Mais que disent les chiffres? En 2017, plus de 119 000 migrants ont accosté en Italie, contre 28 800 en Grèce et 21 500 en Espagne. Mais le pays est-il réellement seul face à cette crise? Non, l'Italie bénéficie de 653 millions d'aides européennes sur 6 ans. À cela s'ajoute une aide d'urgence de 193 millions d'euros pour financer des centres d'hébergement, les demandes administratives, l'aide médicale ou encore les opérations de sauvetage en mer. Une aide qui, selon la Commission européenne, a déjà porté ses fruits. Je vous rappelle que les arrivées en Italie ont baissé de 78% entre l'année dernière et cette année, à la même période. La Commission européenne a toujours été et sera toujours aux côtés de l'Italie. Malgré les mises en garde du nouveau ministre italien de l'Intérieur, plus de 900 migrants secourus à bord d'un navire des gardes-côtes italiens ont pu accoster ce mercredi dans le port sicilien de Catane. Et devant le Sénat italien aujourd'hui, Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, a exigé des excuses de la France. Il invite Emmanuel Macron à passer de la parole aux actes et à donner un signe de générosité. Écoutez. Sur la base des accords de relocalisation de 2015, la France s'était engagée à accueillir 9 800 personnes, dont 640 seulement en 3 ans. Je demande au président Macron de traduire ces paroles en actes et d'accueillir 9 000 migrants comme il l'avait promis, en signe concret de générosité et que ce ne soit pas juste des paroles. Isabelle Gégouzeau, la France n'a pas pris toute sa part dans l'accueil des réfugiés? Alors, je crois qu'il faut faire attention à ne pas confondre les réfugiés, demandeurs d'asile, et les migrants. Ce sont deux catégories très distinctes. Les réfugiés relèvent des conventions de Genève, c'est un statut très particulier, et l'accord de 2015 portait sur les réfugiés. Et la question, c'est que sont arrivés aussi beaucoup de personnes qui ne relèvent pas du statut de réfugié. Pour donner une idée, sur 100 000 demandes d'asile en 2017, la France a accordé 30 000. Oui, à peu près. Voilà, environ. 33 000. 43 000. 43 000. Moi, j'avais plutôt les chiffres de 30 000, mais bon, aussi. Ouais. Bon, on est quand même sur des proportions de moins d'un sur deux, en fait, qui relèvent, donc, en tout cas aux yeux de la France, des conventions sur l'asile. Ça veut dire que tous les autres sont des migrants? Alors, tous les autres sont des réfugiés pour des raisons diverses. Oui, oui. En tout cas, ils ne relèvent pas de l'asile et donc ils ne tombaient pas dans l'accord de 2015. Et pour tous ceux qui ne se voient pas autoriser le séjour sur le territoire européen, ils doivent rentrer chez eux. Et donc, on est aussi, et là, l'Union européenne travaille aussi sur une politique de retour pour ceux qui n'ont pas le statut pour rester sur le territoire
territoire de l'Union européenne pour qu'ils rentrent dans les pays d'origine, ce qui veut dire aussi travailler de manière plus intense avec les États d'origine pour que ceux-ci reprennent leurs nationaux, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais ça veut dire aussi que dans les pays d'origine, il faut à la fois lutter contre la traite et les départs illégaux, mais aussi offrir des possibilités de migration légale pour que on soit dans une situation où des voies légales de migration puissent se faire. Or, aujourd'hui, la France est trop restrictive ? Alors, bon, là, des discussions existent sur ce sujet. La Commission a fait des propositions pour permettre effectivement d'ouvrir des voies légales de migration. Il y a aussi une autre voie qui a été ouverte, où là, pour le coup, les États membres ont été au-delà de leur proposition. C'est ce qu'on appelle la réinstallation. C'est-à-dire que l'on prend des réfugiés qui sont déjà dans les... C'est ça le reproche qui est fait à la France par l'Italie aujourd'hui. Non, c'est pas la même chose. Vous avez deux choses. La relocalisation. Donc, la relocalisation, ce sont des gens qui sont arrivés dans l'Union européenne et qu'on va renvoyer dans l'Union européenne, qu'on va redistribuer. La réinstallation, ce sont des gens qui ne sont pas encore rentrés, mais qui pourraient bénéficier du statut de demandeur d'asile, qui sont par exemple en Turquie ou dans des camps au Liban, et auxquels on va offrir l'asile. Donc on offre une voie légale d'entrée. Et là-dessus, l'Union européenne a été au-delà de ses propositions initiales. Pierre-Alexandre Anglade, en 2017, Emmanuel Macron reconnaissait que la France n'avait pas toujours pris toute sa part dans l'accueil des réfugiés. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait depuis ? Et notamment pour respecter ces accords de relocalisation, c'est-à-dire accepter en France des personnes qui formulaient des demandes dans d'autres pays. Mais vous savez, je crois que la France prend sa part dans la crise migratoire que l'Europe connaît depuis de très nombreuses années. Et effectivement, on peut toujours faire mieux et on pourra toujours faire mieux. Et simplement, la France s'inscrit dans un système européen qui dysfonctionne. Un système dans lequel... c'est Dublin, l'accord de Dublin qui prévoit... Effectivement, la Commission européenne, et moi je tiens à rendre hommage aujourd'hui au travail que fait la Commission européenne, a fait un certain nombre de propositions. Le problème aujourd'hui, c'est que le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, refusent de s'entendre sur la révision de Dublin qui a été proposée il y a plus de 2 ans par la Commission européenne. Alors Dublin, pour ceux qui nous regardent... Et avec d'autres textes... Juste très rapidement, Dublin, pour ceux qui nous regardent, impose en fait qu'une personne qui rentre dans l'Union européenne effectue sa demande, son enregistrement, sa demande d'asile dans son pays d'entrée, son premier pays d'entrée dans l'Union européenne. Et pour ceux qui traversent la Méditerranée, c'est essentiellement l'Italie, la Grèce ou l'Espagne, voilà. Non mais tout à fait. Et donc la France, comme d'autres pays, se retrouve dans un système européen d'asile et d'immigration qui doit être transformé parce que le système tel qu'il a été pensé correspondait à d'autres réalités. Nous sommes dans un temps où les migrations vont continuer à se développer et donc les Européens doivent s'organiser collectivement. Ce qui aujourd'hui est absolument inadmissible, c'est que des femmes et des hommes soient obligés d'embarquer en Méditerranée pour traverser l'Europe et éventuellement être éligibles à l'asile. Cela n'est pas acceptable. On ne peut pas se satisfaire du fait que depuis 2014 et le début de cette législature européenne, 10 000 personnes aient perdu la vie en Méditerranée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis le début de cette année, 800 personnes aient perdu la vie en Méditerranée. Ça veut dire qu'il faut que les demandes soient et de gouvernement au sommet européen du mois de juin. Ça veut dire qu'il faut remettre toute la politique d'asile et d'immigration à plat pour trouver une réponse. Mais ça veut dire qu'il faut examiner les demandes avant la traversée par des bureaux comme certains qui ont pu être ouverts au Niger, par exemple. Oui, il faut être capable de le faire. Il faut être capable de traiter la demande dans Est-ce qu'on ne crée pas des abcès de fixation dans ces pays-là, justement, en ouvrant ces bureaux ? Il n'y a pas de solution miracle. En tout cas, la meilleure solution aujourd'hui, c'est d'éviter que ces femmes, ces hommes, ces enfants soient contraints d'embarquer en mer au péril de leur vie pour gagner l'Europe. Nous devons faire en sorte que ces demandes puissent être traitées dans les états de transit. Oui. C'est quelque chose qui commence à être mis en place. Ce n'est pas suffisamment fait. La France a des équipes qui se trouvent sur place. Un certain nombre de pays européens les ont aussi. Mais tant que nous n'arriverons pas à traiter ces demandes dans les pays d'accueil et surtout avoir une politique européenne de développement qui soit réellement tournée vers l'Afrique, ce qui n'est pas suffisamment on sait que ça prend du temps. On sait que les effets prennent du temps dans le co-développement. Oui, ça prend du temps. Mais si on ne commence pas à résoudre la situation tout de suite. Si on ne commence pas à le faire, on peut avoir la même discussion dans exactement 5 ans. C'est nécessaire, mais pas suffisant à court terme.
À court terme, il y a évidemment des solutions qu'il faut apporter dès maintenant, mais effectivement, il faut penser le long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe, on ne pense qu'au court terme. Et à ne pas vouloir prendre de décision, on repousse la décision ad vitam aeternam, et on se retrouve dans des situations comme celle qu'on connaît aujourd'hui avec l'Aquarius, qui n'est absolument pas acceptable. Tiziana Beghin, la semaine dernière, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se sont réunis pour justement essayer d'envisager une remise à plat de ces accords de Dublin et tenter de trouver une solution. Ils n'y sont pas parvenus, notamment du fait des pays d'Europe centrale, dont certains d'ailleurs sont dirigés par des alliés, en tout cas des partis relativement proches aujourd'hui de votre partenaire la Ligue. C'est le cas en Hongrie, c'est le cas aussi en Pologne. Est-ce que vous comprenez que ces pays-là ne sont pas prêts à accepter des accords de relocalisation ? Mais bien sûr, c'est un problème qu'on connaît très bien. Donc on a déjà des pays qui n'acceptent pas la relocalisation, mais pour nous, ce qui est encore plus important, c'est que ce sont les migrants tous qui sont refusés par toute l'Europe. Et alors, comme la femme avant parlait qu'il faut faire une différence entre les réfugiés et ceux qui sont nommés les migrants économiques, qui n'ont pas le droit d'avoir l'asile, et qui sont la plupart, malheureusement, on voit les statistiques, et l'Italie, seulement à peu près les 10% des personnes ont droit à avoir le statut de réfugiés. Et ce sont les autres qui vont arriver uniquement en Italie, qui sont arrivés uniquement en Italie dans les périodes passées et qui ont eu la gestion complètement italienne, qui même s'y a reçu une petite partie de contribution par l'Union européenne, on parle de quelques centaines de millions d'euros, on a dépensé plus de 4 milliards d'euros qui sont tout à fait italiens pour la gestion du phénomène migratoire, sans avoir une solution, sans trouver une solution. Et même la réforme de Dublin, qui est même bloquée au Conseil, mais qui de toute façon n'arrivera pas à avoir une solution du problème, comme même le système de filtre qui va insérer, ne fera que donner, encore une fois, à l'Italie toute seule, qui est maintenant la seule ligne. Mais si vos alliés en Europe refusent, si vos alliés en Europe sont ceux qui précisément refusent cette solution, comment faire ? Mais les problèmes, la première chose, c'est que ce ne sont pas notre alliés, ce sont des pays qui ont des points en commun avec nous, mais ce ne sont pas le problème. Hein, ce sont pas le problème, c'est pas à eux. Le problème, c'est à tout le système. Parce que si on parle uniquement des réfugiés, ce ne sont pas cette personne le problème. Mais eux, la gestion du phénomène migratoire dans son complexe. Mais eux, ils veulent pourtant réorienter la politique migratoire de l'Europe. Pardonnez-moi, on va écouter Sebastian Kurz, le chancelier autrichien qui était aujourd'hui à Berlin. On va écouter ce qu'il dit. Je vais vous faire réagir juste après. Selon nous, nous avons besoin d'un axe responsable dans la lutte contre l'immigration illégale et nous sommes heureux de vous avoir, vous, le ministre allemand de l'Intérieur, pour partenaire dans ce combat. Tiziana Beghin, que répondez-vous à cela, Sebastian Kurz? Il est proche de la Ligue. Je réponds... Mais ils sont seulement des mots, parce que tout ce qu'ils ont fait dans les années passées, c'était simplement d'accepter, pas la majorité, pas la totalité des relocalisations qu'il aurait dû faire, mais ils n'ont pas géré les phénomènes migratoires dans son complexe. Et donc c'est ça qu'on demande maintenant à l'Europe, de se faire charge de la gestion du phénomène migratoire dans son complexe. Donc ce n'est pas possible que ce soit seulement l'Italie qui s'occupe de la gestion des migrants comme pays de premier accueil. Ça doit terminer. Oui. Parce que c'est vraiment impossible pour l'Italie de le gérer, et pas seulement pour ce cas-là, mais même pour une question d'humanité. Écoutez, les personnes qui viennent maintenant ont été défroutées parce que la migration a été pris comme un business. On a des preuves, aussi des interprétations téléphoniques qui disent que la migration, c'est un business bien plus profitable que la drogue. Donc c'est ça qu'on veut dire, que ça suffit et qu'il faut dire stop.
En tout cas, côté italien, mais même d'un côté européen. En tout cas, on a entendu que l'Espagne, elle, de son côté, va donc accueillir ce navire qui doit arriver d'ici ce week-end à Valence. Et hier, le Premier ministre français, Édouard Philippe, indiquait que la France, elle, est prête à aider l'Espagne pour accueillir ces migrants. Écoutez. L'Espagne a indiqué qu'elle était prête à accueillir ce bateau. Nous en sommes heureux. Et je vous dis, monsieur le député, que nous sommes évidemment prêts à aider les autorités espagnoles pour accueillir et pour analyser la situation de ceux qui, sur ce bateau, pourraient vouloir bénéficier notamment du statut de réfugié. Voilà, et on vous voyait sur ces images Pierre-Alexandre, puisque le monsieur le député auquel s'adressait Édouard Philippe et à la réponse, à la question duquel il répondait, eh bien c'était vous qui l'aviez interrogé. Donc sur cette question, Aider Gardiazabal Rubial, quelle aide la France peut-elle concrètement apporter en Espagne? Est-ce que vous saluez cette aide ou au contraire, est-ce que vous déplorez une réaction tardive de la France, comme on a pu le lire aujourd'hui dans la presse? Bon, je pense que toute aide ne peut jamais être refusée. Exactement, je ne sais pas de quelle aide il parle, mais en tout cas, je pense que le bon chemin, c'est précisément que tous les pays démontrent que c'est possible de trouver une solution, qu'au lieu de refuser, et toi tu as refusé plus, et toi tu as refusé avant, nous allons tous montrer cette solidarité, cette aide, et évidemment, nous sommes en ce moment très fiers de la décision qu'a prise le gouvernement espagnol. Mais en tout cas, ça c'est un geste, c'est peut-être un symbole de ce qu'il faut faire, mais le règlement de Dublin, évidemment, il doit être modifié. Et s'il y a certains pays qui ne veulent pas parler du règlement de Dublin, qui ne veulent pas changer les conditions et surtout qui refusent d'accueillir les réfugiés, nous allons continuer à avoir ce problème tous les jours. On entend souvent, Aider Gardiazabal Rubial, les partis, disons, de droite, parfois de droite nationaliste même, dire que accepter des migrants, eh bien, c'est créer un appel d'air. Est-ce que vous craignez voir demain l'Espagne devenir la principale destination pour les migrants qui souhaitent gagner l'Europe après la décision, donc, assez spectaculaire, il faut le dire, d'accueillir l'Aquarius? Bon, il faudrait dire plusieurs choses. Déjà, l'Espagne a été un pays d'accueil de réfugiés et de migrants pendant très longtemps. Nous avions eu notre propre crise en 2007-2008 et nous avions été tout seuls. Et ça, c'est vraiment tout seul et pas comme l'Italie qui a été assez aidée par l'Union européenne. Mais en tout cas, dire que ça, c'est un appel, c'est ne pas connaître la situation de ces pays. Parce que l'Espagne a offert son port pour que ces 629 réfugiés viennent chez nous. Les autres, ils ne vont pas dire nous allons aller en Espagne, parce que la situation dans leur pays est tellement risquée. Ils fuient la pauvreté, ils fuient les smugglers, ils fuient tout le monde. Évidemment, pas pour l'action de l'Espagne, ils vont venir en premier. Ça, c'est ne pas connaître le côté méditerranéen et tout nos voisinages. Vous pensez, vous, qu'il faut faire une distinction entre ceux qu'on appelle les réfugiés qui peuvent bénéficier du droit d'asile et les migrants économiques qui ont vocation, en tout cas c'est ce qu'indique aujourd'hui à la fois le gouvernement français mais également les autorités européennes, à rentrer chez eux? Bon, la distinction légale existe. Après, c'est vrai qu'il faut étudier les cas. Nous ne savons pas exactement quels sont les cas des personnes qui vont venir dans ce bateau. Je crois qu'il y a une trentaine de nationalités. Je pense qu'il y a différentes raisons. Mais en tout cas, nous étions en train de parler d'une question humanitaire et on ne pouvait pas regarder de l'autre côté. Isabelle Gégouzeau, à partir de là, bien sûr, que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va retomber dans le business as usual et avoir à nouveau, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, un nouveau cas comme l'Aquarius? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience possible? On a vu la semaine dernière, une fois de plus, une réunion européenne qui n'a pas abouti. Moi, je ne crois pas qu'on est dans le business as usual. C'est-à-dire que ça fait quand même depuis longtemps que l'Union européenne essaie d'avancer. Alors, c'est difficile de trouver des accords. On l'a vu, on a des positions qui sont effectivement des positions différentes, mais on a aussi quand même un peu progressé. Quand je dis qu'on est passé, on est passé à moins 76%, 77% d'arrivées en moins, c'est quand même qu'on a progressé. Au prix d'accords qui sont reprochés aussi à l'Europe, comme c'est le cas avec la Turquie,
par exemple. Oui, mais c'est des accords dans lesquels on travaille avec les autorités de départ, dans lesquels on supervise aussi un certain nombre de choses. Par exemple, la marine italienne travaille avec les gardes-côtes libyens. Et on a aussi travaillé avec la Turquie, en aidant la Turquie, enfin en aidant, non pas la Turquie, mais en aidant les ONG qui accueillent des réfugiés en Turquie. Donc on a travaillé en amont. Je crois qu'il faut continuer. Il faut à la fois que nous, on construise une véritable surveillance de nos frontières. Et là, on a aussi progressé dans cette crise. On a aujourd'hui des gardes-frontières européens, on en a 1000. Et hier, la Commission a fait des propositions pour faire augmenter ce corps de gardes-frontières européens à 10 000. Donc on travaille pour sécuriser notre frontière. Et puis il faut aussi, parce qu'on est dans des phénomènes de longue haleine, on n'a pas parlé de l'Allemagne et de la Suède, par exemple, qui ont reçu énormément de réfugiés. Qui ont fermé aussi depuis les vannes de l'immigration. Pour eux, leur sujet, c'est l'intégration aujourd'hui. Comment on intègre ces gens qui sont arrivés chez nous, et dans les propositions pour le budget à venir de l'Union européenne, on a également des propositions importantes en matière d'intégration. Et par exemple, pour faire face à cet afflux, la Commission a présenté, pas plus tard qu'hier, des propositions d'un budget qui est multiplié par 3 sur le sujet de la surveillance des frontières et de la migration. Parce que, évidemment, c'est un sujet qui doit être traité au niveau européen. Évidemment, les Européens doivent s'unir. C'est difficile. On en est loin. On en est. Quand on écoute ce que dit le chancelier Kurz en Autriche, on voit un nouvel axe se dessiner. On n'y est pas, mais on a aussi fait quelques progrès. Il ne faut pas non plus voir uniquement le verre à moitié vide. Ce sont des questions extraordinairement complexes dans lesquelles on progresse aussi, mais doucement. Pierre-Alexandre Anglade, où va se situer la France dans ce débat? On a l'impression, dans les mots, qu'on est ouvert à l'accueil, en tout cas dans une certaine mesure. Et puis dans les faits, on voit que sur les accords de relocalisation, par exemple, la France est loin des 30 000 réfugiés qu'elle s'était engagée à accueillir dans le cadre de ces accords en 2014 déjà. Mais la France, je le disais tout à l'heure, prend sa part. Elle accueille un certain nombre de personnes. Elle pourrait éventuellement en accueillir plus, mais je rappelle l'engagement de la France pour stabiliser la situation en Libye. Je rappelle l'engagement de la France pour stabiliser la situation au Sahel, l'engagement de la France pour stabiliser la situation au Proche-Orient, l'engagement de la France dans les opérations européennes, notamment l'opération Sophia qui se trouve en Méditerranée. Donc la France agit. Simplement, la France se trouve dans un cadre européen, comme nous le disons depuis tout à l'heure, qui dysfonctionne. Aujourd'hui, la Commission européenne fait un certain nombre de propositions. Et désormais, c'est aux chefs d'État et de gouvernement d'être capables de s'entendre. Et donc, ce fameux axe que vous présentiez tout à l'heure, ces chefs d'État et de gouvernement populistes, souverainistes qui émergent dans un certain nombre de pays, s'ils étaient responsables, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils iraient à la table du Conseil européen et ils travailleraient à trouver une solution européenne, parce qu'il n'y aura pas de solution nationale à cette question-là. Et tant que ces gouvernements seront dans le déni, dans le coup de menton, dans le coup de force, nous resterons dans cette situation. Mais ils ne régleront absolument rien. Donc moi, je dis aux Autrichiens, aux Italiens et à toutes celles et tous ceux qui peuvent se trouver dans certaines zones d'Europe, qui préfèrent le coup de force ou dire nous fermons nos frontières, allez à la table du Conseil, travaillez avec vos chefs d'État, avec vos homologues chefs d'État et de gouvernement, trouvez une solution européenne et vous verrez que la situation s'améliorera. Mais à rester comme ça dans le déni, à dire il n'y a pas de solution européenne ou nous préférons fermer nos frontières et nous replier sur nous-mêmes, il ne règle absolument rien. Il ne faut que prospérer, faire croître la situation dans laquelle nous nous trouvons, et il n'y a pas de solution à long terme sans une solution européenne où les chefs d'État et de gouvernement s'entendront. Et c'est les propositions que feront la France et que fera vraisemblablement le président de la République avec l'Allemagne, parce que la semaine prochaine, Angela Merkel et Emmanuel Macron se rencontrent avant ce sommet européen pour faire un certain nombre de propositions. Et je crois que ce sommet doit servir. Les relocalisations. Ça portera, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret de ce qui sera proposé, mais il y aura évidemment un certain nombre de propositions franco-allemandes sur ce sujet-là. Et moi, je crois que ce sommet européen, il doit servir à remettre les choses à plat. Et moi, je dis à Matteo Salvini et à celles et ceux qui sont au pouvoir en Italie, allez à la table du Conseil, travaillez une solution européenne et vous verrez, tout le monde sera gagnant. Ouais, à suivre. Donc, en tout cas, Giuseppe Conte, lui, envisage, c'est source gouvernementale italienne, d'annuler sa rencontre prévue vendredi avec Emmanuel Macron. Donc, peut-être qu'il ne viendra pas. Mais nous avons besoin d'une Italie
européenne. Et nous avons besoin de l'Italie à la table du Conseil. Et nous avons besoin d'une relation franco-italienne forte. Ce sont nos voisins les plus proches. Il y a une relation historique très forte entre la France et l'Italie. Et donc moi, je souhaite que le dialogue entre Paris et Rome puisse se poursuivre. C'est absolument nécessaire parce que beaucoup de clés à la situation à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en Europe résident à Rome. Et donc nous avons besoin des Italiens à la table du Conseil. Nous avons besoin d'une Italie responsable et européenne. Merci Pierre-Alexandre Anglade. Merci également Isabelle Gégouzeau. Et puis depuis Strasbourg, Tiziana Béguin et Heider Gardiazabal Roubial. Merci à vous quatre, ainsi qu'à Jean-Guy Talamoni qui était avec nous au début de ce débat. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.